Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonsoir à tous et bienvenue dans Transmission numéro 12, la table cinéphile du Passeur Critique. Ce soir, on a une petite surprise pour vous, puisque nous avons un invité. Julien Rombaud est avec nous. Julien, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Julien écrit aussi pour le Passeur Critique, comme nous tous. Nous tous, c'est qui ? Manu. Lucien. Et moi-même, Olivier, pour vous servir. Donc, ça va ? Vous avez vu des beaux films ? Vous avez vu Blade Runner 2049 ? On l'a vu. Donc on va en parler tout de suite. On parlera aussi ce soir du Fidèle de Michael Roskam. On va parler de Un beau soleil intérieur de Claire Denis. On va parler de Loveless, faute d'amour de Andriy Zvyagintsev. Et on va parler aussi de Kingsman 2 de Matthew Vaughn. Mais comme voilà, c'est l'événement, on va tout de suite commencer sans plus attendre par Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. « 35 ans après, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, c'est la suite du fameux Blade Runner de Ridley Scott sorti en 82. On retrouve ici Harrison Ford et au casting de ce nouvel épisode, Ryan Gosling, Robin Wright, Ana de Armas et Dave Bautista. C'est l'histoire de K, qui est interprété par Ryan Gosling, qui est un androïde. C'est aussi un Blade Runner, donc il est chargé de supprimer des réplicants. Et il va se retrouver pourchassé par la nouvelle grosse entreprise qui fabrique les réplicants, qui est gérée par Jared Leto, et qui s'appelle Wallace. Et en gros, c'est ça le début de l'intrigue. Donc on va commencer tout de suite avec Lucien. Lucien, qu'as-tu pensé de ce film tant attendu ? Mais quel ennui. J'ai eu beaucoup de problèmes avec le film, peut-être commencer par une qualité que je lui trouve, mais qui est à double tranchant, qui serait cette espèce de rythme lancinant auquel on n'est pas du tout habitué dans ce genre de grosses productions. Ça tient aussi vachement de la pause. Ça tient énormément de la pause et ça se veut... Enfin, je pense que le film, comme souvent avec Villeneuve, se voit beaucoup plus grand qu'il ne l'est. On peut peut-être parler de son rythme, qui est quelque chose que je trouve plutôt à sauver dans le film, même si c'est à double tranchant, parce que le film fait quasi 2h47, il me semble. Quasi 3 heures. C'est un rythme qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de production. Ça, c'est plutôt plaisant, parce que ça simplement propose quelque chose d'autre. Maintenant, j'ai quand même un peu l'impression de voir ce qu'on voit dans énormément de films de science-fiction modernes, qui travaillent sur l'épure comme presque unique dogme, comme ça. Voilà, peut-être un film pour lequel on pourrait parler de co-réalisation avec Dickens. Ça reste que Dickens, c'est pas un réa, c'est un brillant chef-op, mais... c'est ce qui sauve le film pour moi quand même, c'est la qualité de la photo. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des gros problèmes, mais je pense aussi que cet ennui qu'on peut ressentir, ce vide qu'on voit à l'écran, est une volonté thématique de Villeneuve. Il essaie de faire un film sur l'apathie de la machine, sur l'identité, sur ce qui fait l'identité d'un être. Mais le film se voit beaucoup plus malin que ce qu'il n'est, comme on avait pu en parler pour Premier Contact, son précédent film, ou pire, Ennemi. Il y a quelques belles idées quand même, mais qui vont jamais à leur aboutissement. Je pense à la rencontre avec Descartes qui aurait pu être bien mieux traitée qu'elle ne l'est là.
un début de scène d'amour avec Un hologramme. un hologramme, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui est raté, mais qui aurait pu être vraiment génial. La scène où il se pense être l'élu, enfin voilà, je pense que ça aurait pu donner une grande scène, et ça tombe complètement à l'eau. C'est juste un twist à la Villeneuve, ce truc-là, mais je pense que c'est un des soucis que tu as constamment dans le film. C'est que, alors oui, tu as Dickens qui est à la photo, donc tu as quand même quelque chose d'assez splendide tout du long. Le problème, c'est que tu retrouves toutes les scories de Villeneuve. C'est juste des personnages qui n'existent pas. C'est juste des sortes de personnages-fonctions. Tu parles de la scène avec Ana de Armas qui, à un moment, donc, fait appel à une prostituée pour avoir un rapport intime avec Gosling. À part la belle idée visuelle qu'il y a dessus, il ne traite pas la scène. Il ne se passe rien émotionnellement entre les deux personnages. Pour le coup, tu peux te rappeler du film de Spike Jonze, Air, où tu avais le même type de séquence, où il faisait appel à une jeune fille pour pouvoir faire l'amour à l'intelligence artificielle de son ordi. Là, à part la belle image qui se confond, l'effet visuel, il n'y a rien. Je trouve qu'il y a un problème, c'est Gosling, même si j'ai pu apprécier certaines autres facettes de son jeu qu'on a pu voir dans The Nice Guy ou dans un registre plus comique, dans La La Land, tout ça. Là, il montre vraiment les limites de son jeu. Il est complètement monolithique, Après, absolument pas expressif. Ça peut coller plus ou moins. À un moment, tu peux proposer aussi autre chose. Je pense une des grandes forces, notamment du premier Blade Runner, c'était la discorde qu'il y avait entre Ridley Scott et Harrison Ford sur la nature ou non de Descartes en tant que répliquant. Là, vu que c'est posé dès le début que c'est un androïde, il le joue comme un androïde et ça t'enlève toute notion d'émotion que tu pourras avoir tout au long du film. Et régulièrement, tu as encore ces twists à la Villeneuve, comme cette séquence où le film t'amène à penser d'une chose tout au long du film, mais il te l'amène à penser de manière assez grossière, parce que c'est quand même très attendu ce que tu te dis, ce qu'il va découvrir au bout de sa quête. Et en une scène, il te fait « Ah mais non, mais ce que tu pensais, c'est pas vraiment ça », mais il te fait repartir sur autre chose qui n'apporte pas grand-chose à l'histoire, et qui en plus, qui tient à mon sens un peu du foutage de gueule dans la manière dont il est énoncé. Et puis moi je trouve que le film est tout le temps embarrassant vis-à-vis de son modèle. Même au niveau de la direction artistique. J'y crois jamais à cette ville. Alors que dans le film de Scott, ça sointait par tous les ports. Tu vivais à travers cette ville-là. Là, cette volonté d'épure, à un moment, c'est vide. Je suis jamais sidéré par ce que je vois vraiment à l'image. Oui, c'est joli, mais je ne suis pas sidéré comme je pouvais l'être dans le film original. Et puis, encore une fois, t'as Hans Zimmer qui fait n'importe quoi aux manettes. C'est un décalque assourdissant pendant 2h44 du score de Vangelis, jusqu'au point où il va reprendre le morceau Tears in the Rain à la fin. C'est hyper embarrassant quand tu connais la séquence dans laquelle elle est utilisée dans Blade Runner et la séquence de fin aussi dans laquelle il l'utilise. Je me demande comment tu peux oser ce genre de truc-là. Voilà, on va laisser parler notre invité. Alors je suis globalement d'accord avec tout ce que vous dites, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que le principal souci du film, ça a été dit, c'est le manque d'empathie. Et le manque d'empathie vient du fait que les personnages sont effectivement des fonctions et ne sont jamais traités, ne sont jamais pris en... Voilà, il n'y a pas de consistance dans ces personnages. Moi j'étais très gêné par exemple par le personnage de Jared Leto. Je n'y crois pas une seule seconde. Il n'y a pas de consistance, il y a une première figure, une première esquisse, mais jamais ça va plus loin. Par contre, pour donner quand même des points positifs selon moi, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans la dichotomie qui place entre l'ancien monde, un peu symbolisé par les hologrammes ou de Sinatra ou d'Elvis qui apparaissent. Je trouve que c'est un petit peu la note d'humour entre cette nostalgie un peu décatie qui apporte la douceur et du coup ce monde nouveau avec ces nuances de gris, enfin ces nuances de gris. Je l'aurais apprécié si le personnage qui est défini en tant qu'hologramme tout au long du film était vraiment développé. Je trouve la manière dont elle termine son arc narratif, dont elle disparaît du film, c'est scandaleux. C'est du foutage de gueule intégral. Mais là, tu parles de l'hologramme qui est joué par Ana de Armas. La manière dont elle disparaît du film. Ce personnage ne tient pas, mais quand je dis l'hologramme, je parlais de Frank Sinatra, en fait, de cette petite apparition dans le jukebox, ou bien d'Elvis dans cette scène de bagarre qui est plutôt assez inventive. Donc je dis que voilà, ce sont les petites inventions qui me plaisent dans le film. Et ce rapport entre deux mondes fonctionnait quand même beaucoup mieux dans le film de Ridley Scott, ne serait-ce que par son traitement du genre, cette espèce de mélange qui utilise tous les codes du film noir et qui les mêle à la science-fiction. Il y avait une réflexion par là aussi dans le précédent film qui fonctionnait quand même mais autrement. Après, c'est évidemment son challenge de devoir réinventer quelque chose de personnel par rapport à un film comme Blade Runner, tant attendu et tant connoté du coup. Voilà, c'est un film qui
perd son temps à rendre toujours hommage à son modèle. Enfin, le scénario aussi, c'est quand même quelque part un décalque qui a un peu les mêmes trucs, le même genre de personnages. Il est tellement occupé à faire ça qu'en fait, il oublie d'être un film nouveau et original. Les meilleures idées du film sont sous-traitées et c'est les idées qui sont un peu nouvelles justement. Moi je trouve que ce personnage de sa copine hologramme, il y avait un truc simple, enfin il y avait un truc chouette à faire avec ça et c'est pas traité. Je trouve qu'avec cette idée de rébellion, il y avait aussi un truc chouette à faire avec ça. C'est très bizarre parce que le film est très long. Et pourtant, il s'arrête en fait à un moment où quelque part il aurait pu devenir plus intéressant. Ces 2h45 auraient mérité d'être compressés en 1 heure pour pouvoir avoir un 3e acte digne de ce nom et qui soit autre chose qu'en effet rendre hommage au modèle. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est avec ils ont une espèce de chasseur de primes Android qui est aussi à leur basque. Et à un moment, elle dit à Ryan Gosling, c'est moi la meilleure de nous deux. Autrement dit, je suis la meilleure Android. Ben, pourquoi est-ce que vous nous balancez ça maintenant ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas développé ce thème-là avant ? C'était intéressant. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas développé ? Je veux dire, il y a plein de pistes qui en fait auraient pu être intéressantes si elles avaient été traitées, si le film n'était pas toujours occupé à rendre hommage à son propre modèle. Quelque part, le rythme de Blade Runner, il était lent aussi. Mais l'enquête allait plus vite parce qu'il y avait des ellipses. Le spectateur, il devait combler les manques. C'était aussi un truc un peu des énigmes pour le spectateur qui avançait aussi pas à pas. Ici, tout est surexpliqué, enfin, on te réexplique bien les trucs, etc. Il n'y a pas de mystère. Donc en fait, t'es pas dans l'intrigue, t'es devant une espèce d'objet qui, esthétiquement, en effet, est assez beau, mais ça sent le décor. Tu l'as bien dit, Manu, il y avait plus de matière quoi, dans le film de Ridley Scott. Après, je suis pas d'accord sur Ryan Gosling. Moi, je trouve qu'il fait le job. En fait, les pires idées du film, c'est quand il rend directement hommage au film d'avant. Même cette idée de savant fou, enfin, en effet, tu l'as dit, Julien, Jared Leto, il est très mauvais. Mais même cette idée de refaire exactement le même genre de scène que dans le premier, tout ça, c'est pas bon, en fait. C'est pas là où le film est intéressant. Il est mauvais, puis il est incohérent. C'est le mec qui te dit je n'arrive pas à faire encore assez de répliquants, donc il aurait besoin de ce répliquant mais ça, c'est pas traité après. Matriciel, sauf que le mec, tu vois une scène un peu gratos où il en tue un qui vient de naître. Donc tu dis à la fois j'ai un souci d'en produire plus, mais dès qu'il y en a un qui naît, je le flingue. Ça fait quand même vraiment série Z. Moi, je trouve le personnage que tu dis je suis la meilleure, moi, quand même, sort ça à la fin. J'ai vraiment l'impression de voir un méchant dans un film de Jean-Claude Van Damme ou de Seagal. Les motivations de toute façon de Jared Leto sont complètement obscures et d'ailleurs ça se finit complètement en eau de boudin ce truc. Enfin, je veux dire, les motivations d'acteurs de Jared Leto depuis un bout de temps sont très obscures quand même. Il a toujours été mauvais ce mec, quoi. Je veux dire, c'est un problème. Non, il est très bon dans la série Angela 15 ans, My So Called Life. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut conclure sur Blade Runner 2049 et on va enchaîner tout de suite avec Kingsman 2. Manners maketh man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Are we going to stand around here all day? Or are we going to fight? Alors, Kingsman 2, le Cercle d'Or, c'est la suite de Kingsman Services Spéciaux, de toujours Matthew Vaughn. Donc on retrouve ici notre personnage de Eggsy, qui est joué par Taron Egerton, qui est devenu un Kingsman à part entière, donc grosso modo un espèce d'agent secret hyper balèze qui porte des costumes super bien coupés. Donc en fait les Kingsmen sont des agents secrets qui opèrent sous la couverture d'un tailleur pour hommes. Et du coup, tous les Kingsmen se font buter sauf notre héros. Et Mark Strong, qui joue Merlin, voilà. Et donc ils vont aller aux États-Unis pour trouver de l'aide auprès des Statesmen, qui sont un peu une espèce d'équivalent américain des Kingsmen, qui eux opèrent sous la couverture d'une distillerie de whisky. Bon, bah, je vais commencer sur Kingsman 2, puisque j'ai écrit un article sur le Passeur critique pour le film. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est exactement la même recette que le premier film. Donc en gros, y a pas mal d'humour, beaucoup de gadgets, pas mal d'action aussi.
Il reprend la même manière de filmer l'action que dans le premier film, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de plans assez longs, comme des travelling circulaires, des plans assez longs et qui détaillent pas mal l'action. Du coup, c'est assez lisible, c'est assez inédit aussi, on voit pas ça souvent. Le film démarre très fort avec Taron Egerton qui se bat dans un taxi londonien. Une scène d'action assez jouissive, même si les effets spéciaux sont pas toujours au top. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est le même programme que le premier film, donc moi j'ai un problème quand même dans ces films avec le traitement de la violence qui me semble vraiment exacerbé. Je trouve que pour des films familiaux, je trouve que les films sont, les deux Kingsman, ici c'est un peu moins le cas, mais ils sont trop violents. Il y a beaucoup on tue énormément de gens et ça tâche pas beaucoup. Dans le premier film, il y avait un gars qui se faisait trancher en deux de la tête aux pieds et il n'y avait pas une goutte de sang sur le tapis. Bon. Et des fois, je trouve qu'il y a une espèce de décalage quand même avec toute cette violence et l'espèce de produit un peu familial qu'on nous propose. Il y a beaucoup de personnages ici. Je sais que le film il a eu des problèmes de montage. Il y avait un premier montage qui durait presque 3 heures. Ils ont dû en sucrer pas mal. Ça se ressent particulièrement par rapport au Statesman, justement, et à le personnage de Channing Tatum qui disparaît comme ça du récit. Il y a des choses qui sont mises en place et qui prennent pas mal de temps puis qui servent pas vraiment par la suite. On a l'impression que le film s'éparpille un peu. Voilà, mais bon, après, on passe un moment plutôt agréable, même si c'est un petit peu longué, quoi. Oui, peut-être là où Blade Runner travaillait fort la pause. Ici, Kingsman, c'est tout pour le fun, quoi. C'est tout en permanence pour le fun. Et c'est vrai qu'il y a quelques laissés-aller. Le scénario est un peu explosé, on va dire. Je trouve qu'il arrive au final quand même à reconnecter tout, que ça reste plus ou moins cohérent. Après, c'est vrai que c'est une copie carbone du premier, quoi. C'est vraiment, toutes les scènes qui marchaient dans le premier, elles sont refaites quasi à l'identique dans celui-ci, avec les mêmes genres de blagues, etc. J'ai pas vu Baby Driver, mais ça faisait longtemps que j'avais plus vu un film aussi furieux qui va à 300 à l'heure comme ça sans s'arrêter avec une folie furieuse. Une folie furieuse, exactement. Il y a une scène, moi, que j'ai trouvée presque émouvante, même à la fois drôle et émouvante. Hein, la disparition d'un personnage, on va pas trop spoiler, mais voilà, elle est surprenante, amusante et émouvante, je trouve. Et pour le coup, t'as quelqu'un qui écrit vraiment un arc narratif à un personnage, pas comme dans Blade Runner. C'est ça, oui. Voilà, tous les personnages, même s'ils apparaissent au final peu, ils sont parfois pas essentiels à l'évolution dramatique du récit, existent en tant que tels par leur construction et leurs interprétations. Moi par contre, si je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous dites au niveau de l'inventivité, de la fureur et du rythme du film, je le trouve assez lourd. Je trouve que tout est souligné 2 fois, la musique est hyper illustrative et je me sens un peu pris pour un con en fait comme spectateur. J'ai l'impression qu'on veut absolument que je comprenne tout alors que c'est assez simple justement. Bon voilà, parfois c'est drôle, parfois c'est un peu lourdingue. Je sais pas si je prends l'exemple de la fosse septique et du mec qui doit sauter dans la fosse septique. Voilà, c'est pas les trucs que je trouve hyper raffinés. Bon après, on peut trouver ça drôle. Il y a parfois des bonnes chutes. Non, mais l'humour gras, il y en avait déjà dans le premier film, et c'est vrai que moi non plus, je suis pas hyper client. Mais je trouve par exemple que rien qu'au niveau technique, il y a des fondus enchaînés où on passe de la marijuana qu'on voit et ensuite ça devient la jungle et ça devient les arbres. Voilà, je trouve ça assez douteux, assez mal foutu. Bon, ça c'est pour ma part. Hein. Ouais, moi je trouve que pour cette transition-là, tant que t'en parles, moi je trouve que justement là, au niveau visuel, il est quand même relativement inspiré. Il y a toujours aussi quelque chose d'assez ludique dans la manière justement de découper, d'avancer, d'enchaîner les séquences. L'effet aussi avec les papillons, je trouve ça assez inspiré, tu vois. Il y avait déjà ça dans le premier film et je trouve que ça participe au côté un peu cartoon coloré du film, ce genre de transition. Pour les papillons, je suis d'accord, mais par exemple le flashback où Colin Firth se souvient un peu de qui il est réellement, avec le chien, etc. Je trouve ça hyper mal foutu. Quoi. Vraiment, je vois pas l'intérêt en fait. Je trouve ça criard et pas très beau, mais bon. Et par contre, pour revenir sur la vitesse, le rythme, je suis d'accord avec Olivier quand il dit que les scènes sont virtuoses dans les combats, notamment la scène d'ouverture. Mais je trouve que par contre moi ça manque de lisibilité parfois. J'ai l'impression qu'à force de vouloir être virtuose, ça va tellement vite que je me perds un peu dans les mouvements et dans ce qui se passe. Mais je trouve que vous êtes un peu pisse-froid sur le film, quoi, mais pour moi c'est vraiment l'exemple d'une bonne suite. Je trouve que Vaughn ne dévoie pas du tout la mythologie, l'univers qu'il a mis en place dans le premier film. Tu t'as résumé ces agents secrets à juste des mecs qui tiennent bien des costards, mais toute une notion sur la chevalerie et certains codes à respecter.
Derrière cet aspect fun et décomplexé, il y a quand même autre chose. Tu as cette notion de chevalerie qui est tenue tout au long du film, et je trouve assez bien, qui donne notamment lieu à un gag sur la fidélité d'Exy vis-à-vis de sa compagne qui est tout le film. C'est aussi quelque chose qui trouve une résonance dans le nom même du film et dans la dernière séquence du film, où tu comprends aussi le double sens de ce Golden Circle, qui n'est pas que simplement l'organisation. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe à la fin dans l'avant-dernière séquence du film. Le sens du Golden Circle, c'est aussi plus intimiste. Et je trouve même, ce qui est assez agréable, c'est aussi d'avoir des méchants dont tu peux apprécier le point de vue. Le point de vue aussi satirique qu'il est de Julianne Moore, tu peux le tenir d'une certaine façon. Le traître du film a ses raisons aussi. Moi, je trouve en tout cas que Julianne Moore donne le ton du film. Je trouve qu'elle est exactement à l'endroit juste, qui donne effectivement toute l'ironie, toute la satire dont tu parles. Pour moi, tu peux pas te départir de cet aspect satirique que tu avais déjà dans le premier. Ok, le film sacrifie vachement au fun tout du long, mais malgré tout, il y a un fond aussi assez satirique sur la politique américaine. Derrière le côté très fun, moi, il y a une image qui résume assez bien le film. Il y a une séquence justement où le personnage se réfugie littéralement de Colin Firth, se réfugie derrière Elton John pour pouvoir donner des coups un chien mécanique qui l'attaque. Et je trouve que t'as vraiment la posture de Matthew Vaughn. C'est pas juste un sorte de spectacle fun et décomplexé. Et après, au niveau de la virtuosité, oui, c'est peut-être pas au niveau de virtuosité d'un Edgar Wright sur Baby Driver, mais je veux dire, en termes de conception du fun, de lisibilité des séquences d'action, il y a peu de films qui arrivent à ce niveau-là. Et je trouve que c'est peut-être la consécration de Vaughn, de son travail avec le chorégraphe Brad Allan, un ancien de la team Jackie Chan qui bosse aussi avec Edgar Wright, qui bossait aussi sur le premier Kingsman. Et là, je trouve, tu sens qu'ils ont plus de moyens, donc c'est aussi beaucoup plus lisible, beaucoup plus ample au niveau de la mise en scène, à la fois avec un dynamisme où tu es proche de la BD, avec un vrai sens de la chorégraphie, et tu vois, contrairement à des films qui sont survendus comme des John Wick 1, 2 ou des Atomic Blonde par des anciens cascadeurs, là tu vois la différence entre un chorégraphe d'action et un cascadeur, quoi. Il y a un mec qui a une vision d'ensemble de ces scènes d'action, et ça fait plaisir quand tu vois aujourd'hui comment sont traitées régulièrement des scènes d'action dans des blockbusters, quoi, où tout n'est basé uniquement quasiment que sur la pyrotechnie, et là tu as vraiment un sens du découpage constant. Tu vois Manu, quand tu parles de l'aspect satirique, moi ce qui me dérange c'est qu'il y a effectivement cette notion d'ironie dans tout le film, mais ça finit quand même par une espèce de morale bien pensante et bien gentille qui est la drogue c'est pas bien et je n'en prendrai plus, enfin, tu vois. Ça c'est ce que tu veux y voir. Je pense qu'il te donne plusieurs lectures de la chose. C'est pas parce qu'un personnage à un moment fait une overdose qu'il tient un discours dessus. Le film n'est pas moraliste pour un sou dessus, hein. Pour le coup, le discours sur la drogue, t'en as un beaucoup plus, ambivalent via le personnage de Emily Watson qui joue la vice-présidente des États-Unis. Elle, il y a un discours peut-être un peu plus subtil sur l'utilisation récréative, on va dire, de la drogue. Mais c'est vrai que je l'ai souligné aussi dans l'article. C'est vrai qu'il y a un espèce de discours comme ça où il y a clairement une petite critique de la politique américaine, où c'est un peu une satire, mais que eux, les Kingsmen, restent les gens élégants qui sont pas seulement élégants à l'extérieur, mais qui sont aussi élégants à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il y a ce thème-là, il est au moins développé. Et ce qui construit l'opposition avec entre guillemets, un des traits du film qu'ils affrontent à la fin, qui a des raisons tout à fait justifiées de se positionner tel qu'il se positionne dans le film, mais qui sont des raisons qui sont motivées avant tout personnellement. Et justement, tu as cette opposition entre lui qui fonctionne à un niveau purement individuel et les Kingsmen qui s'opposent sur un autre registre. Le mec tient sa narration et tient ses personnages tout du long et il ne fait pas n'importe quoi avec. Ok, on va conclure ici, après cette plaidoyer de Manu pour rehausser la note sur Kingsman 2. Bref, on va enchaîner tout de suite avec donc, Le Fidèle de Michael Roskam. Je m'appelle Gino. Benedicto. Est-ce que t'as un petit ami? Le capitaine Leaf. On peut te faire confiance? Non.
Alors, Le Fidèle, c'est le nouveau film du Belge Michael Roskam, après Bullhead, et puis ensuite The Drop, qu'il a fait aux États-Unis avec Tom Hardy. C'est de nouveau un film avec Matthias Schoenaerts, comme c'était déjà le cas de Bullhead ou Runscope ou Tête de Bœuf, selon le pays où vous habitez ou la partie de Belgique dans laquelle vous habitez. Donc il y a Matthias Schoenaerts, il y a Adèle Exarchopoulos, et donc en gros c'est l'histoire de Gigi et Bibi. Donc Gigi c'est Gino, c'est Matthias Schoenaerts. Il rencontre Adèle Exarchopoulos qui est une pilote, elle fait des courses automobiles. Ils tombent amoureux. Et en fait, Gino est un braqueur, donc ça va poser des problèmes ensuite. Donc Manu, tu commences sur Le Fidèle de Michael Roskam ? Moi j'ai l'impression un petit peu que Roskam a pris deux films, que ce soit Hit et Turkish Delight, qu'il les a secoués dans un shaker, et qu'il y a pour moi en fait un seul film qui fonctionne. La greffe prend jamais. Alors autant l'aspect film de braquage, le film à la Hit, le film de braquage tient plutôt assez bien la route, je trouve. Il y a notamment quelques scènes inventives, notamment une scène de braquage sur l'autoroute qu'on ne dévoilera pas, mais qui est vraiment chouette. Je trouve qu'il filme plutôt bien Bruxelles, il s'ancre bien dans la capitale. Ça change un petit peu d'avoir un peu un scope sur cette ville-là, qui une certaine ampleur visuelle. Ça change un petit peu de voir Bruxelles dans des films français en simili Paris. Mais après, dès que le film passe dans la notion de mélodrame, d'histoire d'amour, je trouve que ça ne fonctionne pas, parce que il y a la faute à un personnage féminin qui est extrêmement mal écrit, qui est servi par une actrice dont je pense qu'on peut en reparler un petit peu de l'emballement qu'il y a eu sur la vie d'Adèle, et qui, à mon avis, a pas encore les reins pour tenir un vrai premier rôle. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Je trouve une première partie de braquage plutôt sympa, vision de la ville de Bruxelles assez chouette, mais sinon voilà. Je voulais juste préciser un truc, le film a été coécrit par Michael Roskam et aussi Noé Debré et Thomas Bidegain, qui sont les scénaristes habituels de Jacques Audiard. Je pense que j'ai plus aimé le film que Manu, mais j'avais en tête les mêmes références que lui, et je trouve aussi que, ça faisait longtemps que j'ai plus vu Bruxelles aussi bien filmé. Thomas Bidegain, et en fait, moi j'ai pas mal pensé à De Rouillé d'Os en voyant le film, parce que je trouve qu'il a les mêmes qualités, les mêmes défauts. En termes de, justement, un troisième acte beaucoup trop long qui s'éparpille dans tous les sens, etc., exactement comme dans De Rouillé d'Os. Pourtant, tout le côté plus, l'intrigue plus policière action fonctionne mieux que la fin. Moi, j'ai quand même été ému à plusieurs moments. Ça faisait longtemps que j'avais plus vu un film belge avec des dialogues qui ont pu me plaire à certains moments, entre autres sur cet acteur dont vous allez me rappeler le nom, avec cet acteur. Jean-Benoît Hugues. Voilà. Et ce switch permanent entre français et néerlandais qui fonctionne vraiment bien, qui insuffle, je trouve, une réelle énergie dans les échanges dans le film. Je trouve vraiment un truc qui... Sauf quand il est joué par une actrice française. Et en fait, c'est ça que je trouve... c'est quelque chose qui m'avait déjà plu dans Runscope et qui me plaît ici, c'est que Roskam fait des films avec des enjeux universels, mais dans des contextes belgo-belge vraiment très très ancré. Mais c'est ça, oui, il y a tout ce qui est, il y a un lyrisme et une intrigue qui est plus universelle. Mais je suis aussi pareil d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. Je trouve que le virage du film est assez délicat et pas très bien géré, alors qu'on a une chouette ouverture, un très beau début de film. C'est prometteur, je suis à fond dedans. Il y a une très belle scène, je trouve, la scène du repas, du repas de la fête, qui est très bien filmée, c'est rythmé, c'est une espèce d'effervescence, d'hystérie, dans le sens, une jouissance de jeu, je trouve, et puis du coup qui se transmet au personnage, et de cette bande de copains. Il y a quelque chose d'assez beau dans cette bande de copains, dans le rapport qu'ils ont entre les différents acteurs, les différents personnages. Et je suis quand même touché, moi, par contre, par la relation entre les deux, entre Adèle Exarchopoulos et Matthias Schoenaerts, parce que c'est deux personnages qui sont forts tous les deux, ce qui me semble assez important. Qui sont assez semblables, mais qui gèrent les choses de manière très très différente. Ça ne se passe pas forcément bien, mais je veux dire qu'ils gardent une singularité tous les deux. Ils cherchent quand même la mule vachement fort à la fin sur ce qui ne va pas. Oui. Je veux dire, c'est pour moi, il y a une surenchère mélodramatique à la fin, et qui en plus, en termes aussi de rythmique, est condensée très rapidement.
et t'as un peu du mal à le digérer, t'as l'impression de voir un film un peu schizo. Ouais, moi je parle surtout du début en fait, de la première partie dans leur rapport. Effectivement, là, après ça se passe autrement. Mais en fait, ce qui bon, on peut dans les films que vous avez cités, il y a quand même quelque chose qu'on voit venir, c'est-à-dire je suis braqueur, encore un braquage et puis j'arrête. Où je me dis oulala, c'est bien foutu. En même temps, ça manque de singularité, ça manque de voilà, je me dis où est-ce qu'il va m'emmener après ça, parce qu'il y a 1 heure de film. Or, je sais que ça fait 2h10. Je me dis où est-ce qu'il va m'emmener. Et donc, il trouve cette deuxième partie de film où on change enfin, on va totalement dans un autre film en fait. Et effectivement, je n'y crois pas en fait. Jamais. Voilà, il déjoue les attentes, mais je trouve pas ça crédible. On reconnecte quand même, je trouve, à certains moments. Moi, c'est ça. Je trouve que c'est ça qui sauve, que ce soit au niveau de la mise en scène comme au niveau de l'intrigue. C'est ça qui sauve la dernière partie plus possible, c'est qu'on reconnecte avec ce qui marchait au début du film, même sur la fin, et qu'on arrive sur un dernier quart d'heure que moi je trouve quand même assez réussi. Et un dernier plan très beau et émouvant. Tu veux dire le dernier plan qui est un remake du court-métrage de Lelouch, quoi. Mais par contre, juste pour dire que je suis assez fan d'Adèle Exarchopoulos et que je la trouve très très forte en fait, parce que justement elle a ce côté sauvage, ce côté street un peu, ce côté qui je trouve qu'elle apporte une vérité là-dedans. Je trouve que jamais je sens que c'est joué en fait. Dans ce film-là, je trouve qu'elle a je sais pas comment expliquer ça, mais elle a un corps de bande dessinée. Non, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des moments où et je sais que Roskam vient de la bande dessinée, mais il y a des moments où vraiment, je trouve que on dirait que c'est dessiné, quoi. Il y a des scènes d'amour où je vois les cases de BD, quoi. Ok, moi non plus, j'ai pas de problème personnel avec Adèle Exarchopoulos comme certains membres de Transmission. Quand tu joues à ce point-là sur les accents bruxellois, bruxellaires, flamands, et que tu as une bonne française qui joue dedans, je trouve que ça se sent au niveau de l'addiction quand même très fortement. Et c'est quand même un problème de caste, ça. Mais bon, bref, je suis relativement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a donc le problème de la deuxième partie. Ok, le problème de la césure du film et de la deuxième partie. En fait, le truc, c'est qu'une fois qu'il y a eu cette césure dans le film, on ne sait plus où le film va. Donc en fait, on ne sait plus ce qu'il raconte, le film. Donc on est un peu tout paumé comme ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que Michael Roskam aurait voulu que son histoire d'amour soit suffisamment forte et suffisamment intense et suffisamment incandescente pour qu'elle nous amène, pour que ce soit ça notre objectif principal. Alors que pour le spectateur, l'objectif principal, c'est plutôt « Ah oui, tiens, il fait des braquages, ça va poser problème ». Mais c'est pas l'amour qui est entre les deux qui transpire le plus du récit, alors que c'est ça qui aurait dû transpirer le plus, et ça nous aurait emmené jusqu'au bout du récit. Tandis que là, en effet, à la fin, on perd un peu en intérêt, et je trouve que même la mise en scène purement de Roskam, elle est diversement inspirée, quoi. C'est un peu une sinusoïde. Certains moments, il est inspiré, d'autres beaucoup moins, et c'est un film très inégal en fait, mais qui est quand même qui est très sympathique pour son ambition. Globalement, c'est un film que je trouve raté, mais quand même, son ambition est louable. Il essaye de faire des choses. Il y a des moments qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins. Mais voilà. Mais après, je trouve qu'il rate en fait cette chose qui est très difficile et qu'on voit très rarement à l'écran, qui est de montrer deux êtres qui s'aiment vraiment de manière mais ce que tu avais dans Turkish Delight justement de Verhoeven, qui moi à mon sens c'est à mon avis une des références de Roskam sur le film, notamment dans le traitement qui advient au personnage principal féminin, qui est quasiment le même que celui qui intervenait dans Turkish Delight. Donc, mais je trouve justement Turkish Delight, ce film transpire le cul, le sexe, cette histoire d'amour intense que je parlais d'amour, je parlais pas de cul. Mais enfin, s'il échoue à montrer cette relation d'amour, il échoue quand même son film en globalité, parce que lui, il veut le film comme un film d'amour. Ouais, mais moi je vous trouve dur. Bon, d'abord, moi je trouve vraiment la première partie, j'ai plus ou moins rien à redire dessus. Et c'est vrai que sur la seconde, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, mais moi je trouve qu'il y a quand même des moments de. Il y a des moments qui fonctionnent, et c'est sûr que ça ne dure pas sur toute la deuxième heure, enfin la deuxième heure du film, mais il y a des instants vraiment que j'ai trouvé très, très touchants, et ça tient parfois à presque rien. Ça peut être
Un t-shirt, un t-shirt un peu moulant. Non, mais il y a des moments. Non, ouais, ça je peut suis être, d'accord avec toi, Lucien. ça peut être Schoonartz des- sur le téléphone public sur le téléphone de la prison. Je trouve que c'est une très belle scène. C'était une très belle scène. Juste un geste de main de Schoonartz, le maton qui vient près de lui, il dit non, pas maintenant. Ça dure 10 secondes. Moi, je trouve ça très émouvant. Mais on c'est va sûr que rester ça ne sur tient ces pas. choses-là qui sont réussies, Puis parce le que film si est on bien veut joué. des trucs ratés, il y en a aussi des trucs ratés aussi. On va enchaîner tout de suite avec Un beau soleil intérieur de Claire Denis. J'ai l'impression qu'on a tout gâché. Parce que même s'il devait se passer quelque chose, c'est derrière. Et moi, ce que j'aime, c'est l'avant. Tout ce qu'il y a avant. Maintenant, il n'y a plus d'avant. Peut-être pas. Et peut-être encore un avant. Avant la deuxième fois. Ah, oui. Bah, la première fois, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et donc, il y aurait un avant qui serait avant la deuxième fois, ça. Parce que oui, la première fois, c'est fait, on est d'accord. Ça, on n'y revient plus. Donc, il y aurait encore un avant après. On se voit plus. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Parce que tu crois que les gens t'appartiennent? Parce que tu crois que tu peux jouer avec autrui comme un gosse joue avec son hocher? Mais dans le fond, rien ne peut t'atteindre. Les choses t'effleurent comme la brise sur la maison du lac des Feuillantines. Et puis tu veux que je te dise? Eh bien, dans le fond, ça t'est bien égal. Et puis t'as rien compris. T'as rien compris. T'as rien compris. Un beau soleil intérieur, c'est le nouveau film de Claire Denis, la réalisatrice de Trouble Every Day, de Beau Travail et de White Material, entre autres. Le film est avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchel et Gérard Depardieu. Et c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Juliette Binoche qui, en gros, a l'âge qu'elle a, je sais pas, 55 ans, un truc comme ça, et qui essaye de trouver l'amour. Et donc, on va la voir aller d'homme en homme et les relations qu'elle entretient avec les différents hommes qu'elle croise au cours des 1h40 de film. Julien, tu voulais commencer sur Un beau soleil intérieur. Oui, je veux bien. Donc j'ai été assez touché par ce film que je trouve assez subtil et que je trouve assez intelligent dans son écriture, notamment par ce personnage de Binoche, évidemment, qui est de tous les plans et que je trouve assez fantastique dans sa manière de chercher sa place, en fait, de chercher une légitimité, de chercher où se placer, avec quoi, dans ses errances, ses rencontres d'un soir, de plusieurs. J'ai fait un rapprochement avec L'amant d'un jour, sur lequel j'ai écrit il y a peu de temps. Il me semble que voilà, ce sont des cinéastes qui, après un certain temps, commencent à s'ouvrir vers une sorte de, pas de tragicomédie, mais en tout cas d'humour dans le film. En tout cas, voilà, il y a un sourire, il y a une espèce d'ironie par rapport aux situations que je trouve assez plaisante. Pour revenir sur l'écriture, c'est donc coécrit avec Christine Angot. Et ça se sent parce que je trouve que dans les dialogues, j'ai lu que c'était le film sur lequel il y avait le plus de dialogues de Claire Denis. Et en même temps, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand j'entends le film, j'ai l'impression qu'ils veulent juste se taire. C'est-à-dire que ce qui est touchant, c'est qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Je trouve qu'ils cherchent comment, voilà, ils cherchent comment dialoguer. Il y a cette scène notamment dans la voiture avec Nicolas Duvauchel où voilà, il y a des tentatives de communication, mais c'est quand ils se taisent qu'ils sont vraiment ensemble. Je trouve que ils laissent la place aux actes. Par exemple, cette scène de danse, c'est voilà, il n'y a plus de paroles et ça se passe beaucoup mieux. Et il y a quelque chose d'assez touchant là-dedans pour moi. Alors je comprends que évidemment c'est un peu une petite vie d'une femme de 50 ans, ça c'est pas forcément intéressant pour tout le monde, mais moi je me suis laissé charmer. Ouais. Moi je trouve ça, ouais, tu dis que ouais, c'est sûr que ça parle beaucoup pour un film de Claire Denis. Je trouve ça verbeux, je trouve ça assez mal écrit, je trouve qu'il y a plus ou moins pas de mise en scène, je trouve que j'ai l'impression de voir une compilation de scènes ratées, parce que franchement, allez, Binoche éventuellement et Depardieu sur la fin du film sauve un peu le bazar, mais enfin, Balasco, Beauvois, enfin, c'est juste pas possible. Enfin, moi, j'ai vraiment eu un problème. Et pourtant, Dieu sait que je sais que Claire Denis n'est pas une cinéaste adorée de tout le monde. Moi, il y a beaucoup de ces films que j'aime beaucoup, S'en fout la mort, Trouble Every Day, 35 Roms, etc. sont des films que j'aime vraiment beaucoup. En effet, le film veut se parler de l'incapacité de communiquer et de l'absurdité des relations amoureuses.
Mais pour moi, il tient jamais son sujet, et ça devient une sorte de boucle autour d'un vide intersidéral, quoi. Enfin, je veux dire, ça tourne en boucle autour de rien. Je pense, à force de chercher une forme de distance humoristique, je pense que le film est juste totalement désincarné. Pour moi, je trouve le film jamais drôle, c'est-à-dire que j'ai pas souri une seule fois sur toute la totalité du film. Donc ouais, moi j'ai trouvé le film vraiment exaspérant. J'arrive pas à sortir quelque chose que je peux sauver dans le film. Ouais, moi, je serais peut-être encore plus radical que toi. Je sais que j'ai du mal encore à comprendre comment en 2017 on peut financer ce type de film aussi mal écrit, aussi mal dialogué, qui pour moi cumule tous les pire cliché du cinéma d'auteur à la française. Je trouve le film d'une vulgarité sans nom, à l'image du personnage du banquier joué par Xavier Beauvois, qui semble sorti d'un mauvais téléfilm porno avec les pires répliques absconnes, mais d'une vulgarité sans nom sur la sexualité, la lutte des classes aussi qu'on retrouve à tire-larigot chez les autres personnages du film. Honnêtement, je trouvais à ce niveau-là, j'étais en train de me souvenir du film de notre ami François Ozon, et je me disais c'était pas si mal, quoi. Parce qu'au moins c'était divertissant. Alors je sais pas si on peut y voir la scène, la patte de Christine Angot ou plus de celle de Denis dedans, mais je trouve que le résultat pour moi est un ratage dans les plus grandes largeurs. Je veux dire, les alternements amoureuse de cette petite bourgeoise de Juliette Binoche, pour moi c'est au-delà même du cliché, quoi. J'ai aucune empathie pour cette femme-là qui est à la recherche d'un nouvel amour. Je trouve en plus que le film est visuellement d'une pauvreté constante, une alternance de chant contre chant hyper plat, ultra verbeux, à l'exception peut-être de la scène dans le nightclub dont tu parles, mais justement tout le reste du film est extrêmement verbeux et avec des dialogues, mais je me demande comment on accepte un scénario avec des dialogues comme ça, quoi. C'est juste pas possible. Avec des séquences en plus gratuites, tu as notamment des scènes qui sont construites uniquement pour avoir un monologue, pour que tout ce que Claire Denis n'arrive pas à visualiser ou à faire ressentir des alternements de Binoche, elle construit une scène où elle se confie à son amie Ariane, qui n'existe pas dans tout le reste du film, qui est juste une séquence, une construite de dialogue pour juste faire un grand monologue sur les états sentimentaux. Qui est très peu filmé, oui, mais justement, du temps, je veux dire, quand tu écris une scène de dialogue, tu l'écris pas juste pour faire un monologue parce que tu n'as pas réussi à faire ressentir les émotions du personnage auparavant et que le personnage est obligé de les verbaliser. Il y a un aveu d'échec dans cette scène-là. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment, tu sens vraiment l'impuissance, la mise en scène de Claire Denis à retranscrire l'état sentimental de Binoche. C'est un film, moi, que j'ai été assez énervé dès le départ, parce que je trouve que c'est vraiment, il avance comme une Panzer Division avec des dialogues, mais d'une vulgarité. Je veux dire, les dialogues de Beauvois, c'est juste pas possible, quoi. Le personnage de Beauvois est un peu appuyé, ça, je suis d'accord. Ouais, il est surtout, enfin, je veux dire, c'est un acteur exécrable, mais on la voit pas Claire Denis, parce que je pense que Claire Denis, elle sait, dans certains de ses autres films, elle sait faire exister des scènes avec presque rien, et là justement elle essaye d'en faire plus que ce qu'elle fait d'habitude, et rien n'existe. J'ai l'impression que par rapport à il y a des scènes dans ces autres films, enfin, je veux dire, où il n'y a pas beaucoup d'enjeux dans la scène, et pourtant la scène existe, et là c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu as énormément de dialogues, énormément d'échanges, et pourtant pour moi rien n'existe, et c'est presque antinomique par rapport au cinéma, auquel elle nous a habitués. Mais quand tu dis que rien n'existe, pour moi, je comprends quand vous dites qu'il n'y a pas de mise en scène et que le film n'est visuellement pas intéressant, c'est vrai, ça fait un peu de théâtre filmé même parfois, je trouve, mais par contre rien n'existe si Juliette Binoche existe. Je crois que tout simplement, je trouve que c'est déjà pas si mal d'avoir parce que je sens une liberté, en fait, je sens une liberté de jeu et une possibilité accordée à une femme d'être, en fait, et de pas jouer. Ouais, mais juste, c'est peut-être parce que son talent d'actrice la sauve un petit peu des situations et des dialogues abscons qu'on lui fait réciter. Je veux dire, c'est. Mais qu'est-ce que tu veux dire sur les dialogues? Tu reproches quoi, par exemple? Juste une vulgarité sur la sexualité, sur la lutte des classes, parce que je veux dire, constamment est rappelé. T'as la scène, alors je sais pas si c'est Paul Aviès qui. La scène, c'est d'une lourdeur pachydermique, et tu te dis, mais qu'est-ce que.
Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte rien. Elle raconte rien dessus. Qu'est-ce qu'elle raconte sur cette sexualité? Qu'est-ce qu'elle raconte sur ces rapports de classe? Mais par exemple, dans les dialogues, dans la répétition des mots, je trouve qu'il y a quelque chose de très bien, moi, par exemple. Cette façon qu'ils ont de chercher leurs mots, de répéter, il y a beaucoup de répétitions, mais qui traduit justement ce mal-être, cette incapacité à trouver une place. C'est surtout l'incapacité de Denis à faire ressentir par l'image, par les outils cinématographiques, les sentiments de ses personnages. Et c'est pour ça qu'elle construit des scènes de monologues littéral. Bon, là, tu parles cette incapacité de trouver la place, etc. Tu parles beaucoup, à mon avis, plutôt de la scène avec Duvauchel. Mais ce qui se joue autour du personnage de Duvauchel, on l'a compris dès le premier plan sur Duvauchel. Et ce qu'il y a, c'est que ça dure et ça dure. Tu as une scène au resto, puis tu as une scène dans la bagnole, puis tu as une scène dehors, puis tu as une scène à l'intérieur de l'appartement. Et c'est toujours la même chose. Et tout est hyper appuyé. Et alors, le mec, on le voit en plan séquence, commander 3 bières et siffler les 3 bières, et après, non seulement on t'a fait comprendre qu'il était alcoolo, mais en plus il le dit, oui mais c'est vrai que j'ai un problème d'alcool. Non mais tout est hyper appuyé comme ça. Et pour revenir à la scène avec Podalides, moi là j'ai trouvé limite le film insultant en fait. Juliette Binoche sort avec un type qui n'est pas de sa condition, de son milieu social, on va dire. Le gars il lui dit bah oui mais il faut que tu sortes avec quelqu'un de ton milieu et tout. Et puis elle dit oui il a un bac G. Ah bah tu vois. Et ben ça c'est insultant, parce que déjà c'est insultant pour tous les gens qui ont eu un bac G, et en plus c'est insultant pour tous les gens qui ne sont pas français et qui ont moins de 35 ans, parce qu'ils ne savent plus ce que c'est qu'un bac G. Donc on ne peut pas comprendre ce que cette scène, enfin ce qui se joue dans ce dialogue à ce moment-là. Et en plus le film est mauvais pour la santé parce qu'il donne furieusement envie de boire. Bon, bah en tout cas, merci Julien d'avoir défendu ce film courageusement. C'est notre Kingsman du cinéma français. Je le défendrai encore. Voilà. Et on remarquera que Julien est peut-être, j'ai l'impression, de la première fois de toute l'histoire de transmission, à quelqu'un qui développe un dialogue, puisqu'il a posé une question à Manu qui lui a répondu, et ce qu'on ne fait absolument jamais. Très bien, on va finir avec Loveless, le film de Andriy Звягинцев. Я больше не хочу. Чё клёвый такой? Заболел? Я не клёвый. Отдыхаем. Тебе-то что? Ничего. Это квартиру смотреть. Вещи прибери свои. А что продаете? Разводимся. Уёбал уже отсюда нахуй! Что ты здесь трёшься? Ведь всё уже, всё! Да я такое же право имею, как ты! Да имеешь, ты имеешь, свое так и так получишь! Езжай, это сколько можно! Alors, Faute d'amour, c'est le nouveau film du cinéaste russe Andriy Звягинцев. Donc, après Léviathan, Elena, Le Retour, Le Bannissement. Le film a remporté le prix du jury au dernier festival de Cannes, et je vais tout de suite le pitcher. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui ne peut plus se sentir, ils vont bientôt divorcer, et ils ont aussi un enfant qui s'appelle Alyosha, qui a une dizaine d'années, et un jour, Alyosha, après avoir été témoin d'une dispute entre ses parents, disparaît. Et donc, à partir de ce moment-là, ce couple, qui donc se déteste copieusement, va devoir, entre guillemets, faire équipe pour retrouver le petit Alyosha. Ouais, moi, je trouve le film monstrueux, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où Звягинцев n'aura peut-être jamais été aussi noir et sans espoir. Je trouve ça c'est un très beau film empathique sur des personnages, sur une société apathique, où l'émotion se libère à des instants très, très, très succincts lors d'un plan ou d'une scène de quelques secondes, au détour d'une porte qui se ferme et où on aperçoit l'enfant en question, d'une fenêtre qui s'ouvre sur l'autoroute, dans une voiture sur l'autoroute, dans une morgue on ne peut plus glauque et malaisante. Je pense que Faute d'amour, en plus d'être un film extrêmement dur et cruel, lâche son intrigue principale, qui est donc la recherche
d'un garçon disparu, pour quelque chose de bien plus vertigineux, qui va chercher toutes les ramifications, tous les branchages, hein, littéralement, il y a un plan, il y a plusieurs plans qui rappellent ça, d'une horreur, d'une innocence bafouée, d'une trahison, d'une inhumanité de parents à leurs enfants, d'un gouvernement à son peuple, parce qu'il y a toute une métaphore tout du long du film. C'est une métaphore qui, juste 2 secondes, c'est une métaphore qui... Léviathan, je trouvais, était très russo-centré. Ici, je trouve qu'il peut parler de la Russie comme il peut parler de n'importe quelle société occidentale. Je suis absolument d'accord là-dessus, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a un truc très, très universel. Jusqu'à un plan final un peu explicite. Parce que bon, enfin voilà, la scène du running sur le tapis, tous les personnages... Comme des fantômes, comme ça errent dans un marasme où plus rien n'affecte quoi que ce soit ou qui que ce soit, et où les accès d'humanité se font plus que rares. Je trouve que c'est vraiment un grand film. Je le trouve d'autant plus tétanisant par son fond de froideur et ses jaillissements d'émotions qui moi, m'ont amené les larmes aux yeux à plusieurs instants, mais très très courts. C'est vraiment des uppercuts dans la gueule, comme ça, d'un coup. Et comme je le disais au début, ça ne tient généralement qu'à un plan, qu'à un détour d'image, qu'à une petite chose. C'est un film très intelligent, c'est un film très émouvant, c'est un film qu'il faut absolument voir, je pense. Je suis assez d'accord, je trouve le film d'une densité, d'une cruauté merveilleuse aussi, une mise en scène pesante dans le bon sens du terme. Je trouve notamment que les acteurs sont tous excellents. Et comme tu l'as dit, Lucien, je vais juste détailler un petit peu ce plan du gamin en pleurs derrière la porte qui est absolument fabuleux et qui est très émouvant, tout comme les premiers et les derniers plans du film, cette neige, etc., ces arbres dont on a parlé. On sent qu'il y a un vrai désir, une vraie volonté, une vraie nécessité en fait de porter ce film pour ce metteur en scène. Ouais, après moi, je serais peut-être quand même un peu plus réservé. J'avoue que je suis pas très familier du cinéma de Xavier Vinteff, mais c'est pas forcément Loveless qui va me donner envie de me plonger à fond dans sa filmographie. Parce que déjà, si je peux lui reconnaître un sens évident du cadre et aussi dans son utilisation du décor, je trouve que le film il m'est apparu un peu trop conscient de sa maîtrise plastique, composé de longs plans séquences, mais qui sont aussi complaisamment étirant en longueur, extrêmement bavard, et que le film passé son prologue s'écoute à mon avis plus qu'il ne se regarde. C'est aussi un film à mon avis qui est beaucoup trop programmatique. Le procédé qui consiste, tu vois, parce que tu parles de recherche, mais la recherche n'intervient qu'au bout de 50 minutes, parce que le procédé consiste à suivre successivement pendant 50 minutes la journée des parents du jeune garçon vaquer à leur occupation quotidienne, puis après à leur activation nocturne, sans jamais soucier du gamin. Ça me semble super artificiel dans sa construction, et effectivement je me détache de cette quête parce que je m'en fous. Et c'est pour moi parce qu'il y a autre chose qui se passe aussi. Pour moi, je me fous royalement des personnages qui peut leur arriver comme du sort du gamin. La métaphore sur la société russe est selon moi pas très finaude, que ce soit dans l'utilisation constante des smartphones, des tablettes comme signe de déshumanisation ou je ne sais quoi, ou dans son épilogue final justement dont on parlait sur le running avec le t-shirt Russia. On peut faire un peu plus fin. Moi, je trouve que j'ai trouvé, tu parlais beaucoup d'images. À part, je trouve, ce prologue, quelques séquences où il y a un vrai sens du décor. Je n'ai jamais d'émotion, moi, en fait, dans ce film-là, parce qu'il est complètement programmatique et il se repose sur 50 minutes auxquelles je ne crois pas. Comment veux-tu que j'ai eu une empathie ou un intérêt pour ces personnages qui, pendant 50 minutes, se tamponnent complaisamment de leur gamin? Moi, je trouve qu'il y a un vrai souci dans d'écriture dans le film. Bon, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un film très beau, très maîtrisé. C'est un peu un conte moral, c'est clair que c'est un conte moral. Je suis pas d'accord quand tu dis que les plans séquences s'étirent en longueur. Je trouve qu'au contraire, c'est pas un découpage qui est ostensible, à part peut-être dans un plan qui joue sur un effet de miroir. Là, je trouve que c'est en effet peut-être un peu ostensible au niveau de l'étirement du plan. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé le film, hein, mais je trouve qu'il est un peu lourd. Il appuie un peu, il surligne pas mal. Tous les films de Zviagintsev. Non, parce que tu vois, Léviathan c'était autre chose, parce que dans Léviathan déjà il y avait du soleil et en plus il y avait de l'humour. Ici il n'y a pas d'humour.
Ici, c'est vraiment une espèce de constat noir. C'est un film qui fait du surplace, en fait. Les personnages font du surplace. Les personnages, c'est exprimé aussi par ce dernier plan, mais je veux dire, les personnages reproduisent des mêmes schémas que leurs parents. Il n'y a pas d'échappatoire. Ils vont reproduire encore le même schéma. Donc, il y a quelque chose de très étouffant comme ça. Après, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est super fort qu'arrive à faire Zviagintsev, c'est que à partir d'un moment, on se désintéresse de la quête de ce gamin. Tu te désintéresses dès le départ, tu passes 50 minutes à t'en branler. C'est quand même quasiment la moitié du film. Hein. Donc il y a un moment, pour moi, quand tu construis 50 minutes, tu peux pas dire que tu vas t'intéresser à la quête. Manu, c'est pas de ça dont je parle. À un moment, on se désintéresse de ça, comme tu l'as dit, Lucien, et là, je trouve que c'est super fort, purement au niveau du tempo, au niveau de l'écriture, parce que c'est justement aussi le moment où les parents, quelque part, ils vont passer l'éponge. Et en fait, tu t'en désintéresses en même temps qu'eux. Et il y a quelque chose comme ça où t'en peux plus, en fait, de ce truc. Ils en peuvent plus non plus. Et t'es comme ça raccord, je trouve, avec ce que... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai été, raccord avec ce que vivent les parents à ce moment-là. Par rapport à ce que tu dis sur le début, en effet, t'as pas d'empathie pour les personnages qui sont montrés, enfin qui sont des personnages qui sont pas sympathiques, ils sont pas sympathiques du tout. Tu entrevois quand même parfois un peu d'humanité chez eux. Tu vois que tout n'est pas pourri, qu'il y avait quand même quelque chose qui avait de bon en eux, qui a été aussi hyper fort étouffé. Moi, j'ai pas de problème avec cette première partie. J'ai envie pas la de question voir... de te dire ah ok. Et là, quand elle va rentrer chez elle, elle va pas voir que son gamin n'est pas là, elle va s'en rendre compte le matin, ok, on a passé 1 heure de film. Non, mais moi, ça me pose pas de souci. Le comportement des parents est pour moi posé comme irrationnel, et pour moi, il y a vraiment cette notion complètement programmatique du truc où tu alternes vraiment la scène de papa au travail, la scène de maman au cabinet de coiffure, la scène avec la compagne actuelle, la scène avec le compagnon actuel. C'est super programmatique et je trouve extrêmement laborieux dans son exposition qui dure quand même quasiment 50 minutes. Hein. Programmatique, je suis d'accord. Après, laborieux, je trouve pas. Et puis il y a ce climat tellement suffocant, tellement anxiogène qu'on ne se soucie pas forcément du gamin parce que justement il y a autre chose en jeu, je pense. Par exemple, et tu parlais de l'humour, Olivier, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une sorte d'humour. Enfin moi je pense qu'on peut en rire, par exemple, tellement c'est dur, tellement c'est âpre dans les relations à la morgue, par exemple. Cette scène est horrible, mais en fait elle me fait presque rigoler. La scène de rencontre avec la maman, il y a un tel égoïsme, une telle méchanceté, une telle dureté des personnages entre eux que moi j'y vois une sorte d'humour noir évidemment, mais une sorte d'humour quand même bien noir. J'ai pas ri une seule seconde. J'ai juste l'impression que les personnages se conforment au schéma programmatique qu'a installé Zviagintsev et qu'il n'existe pas en dehors de ça, la métaphore qu'il veut asséner sur cette déshumanisation des liens humains. Et puis je trouve que c'est un film extrêmement verbeux. Attends, on vient de parler du film de Claire Denis. Hein. Ah oui, mais ça parle beaucoup plus que dans le Clair de Nuit. Je parle pas de la nature et de l'écriture des dialogues, mais en termes de logorée ça verbale, fait 40 minutes de c'est plus. des très très longs plans, quelquefois fixes sur un visage, et avec un personnage qui va te lire 4 à 5 pages de dialogue. Ouais, moi, j'ai pas ressenti du tout cette et je logorée. trouve, au-delà de la maîtrise plastique, je trouve la photographie du film assez laide. Je trouve ça pue le numérique. Ces atmosphères de fin de jour ou début de jour sont baignées dans une lumière bleutée assez dégueulasse. Donc voilà, je trouve que c'est déjà... Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Je trouve que le film est assez beau à regarder et qu'il y a un travail... il y a beaucoup plastiquement par le cadre, mais je trouve par la lumière, le film... Non, mais même la lumière, il y a tout un travail sur... il y a beaucoup de plans à contre-jour. On a vu dans Blade Runner 2049 une visite de lieux vides qui servait pas à grand-chose. Là, ici, dans ce film-là, tu as une visite de lieux vides qui appuie à fond dans le sens de son film, quoi. C'est un film qui est hyper plein, quoi. C'est un film qui est cohérent, qui est d'une immense cohérence. Très cohérent, mais pas avec beaucoup de cœur. Ce qui est montré totalement et sans cœur, sans amour. Mais je pense que dans le regard du cinéaste, dans le regard du cinéaste, il y a quand même il y a de l'amour. Très bien, on va conclure sur Faute d'amour de Zviagintsev et on va passer tout de suite au conseil. Mais encore. Eh bien, Roman Polanski a travaillé avec d'illustres compositeurs comme Jerry Goldsmith pour Chinatown, Ennio Morricone pour Frantic, Alexandre Desplat pour Carnage, entre autres,
ou bien sûr Christophe Comeda pour Rosemary's Baby, entre autres. À part ça, on entend beaucoup de musique classique chez Roman Polanski, du Chopin dans Le Pianiste, du Schubert dans La jeune fille et la mort, ou encore du Beethoven dans cette scène à la plage de Quoi. Sinon, on danse aussi beaucoup chez Roman Polanski, sur du Grace Jones dans Frantic, ou sur du Brian Ferry dans Lune de fiel. Enfin, puisque l'on parle de musique, n'oublions pas que dans la comédie musicale Air, Roman Polanski est cité parmi d'autres cinéastes. So Hugo Bukowski finds it it's groovy to hide in the movie, pretend he's Fellini and Antonioni and also his countryman Roman Polanski or Roland DeWine. Très bien, avant de passer au conseil, on va remercier bien sûr notre sponsor, Clair Obscur Productions. Merci pour le prêt de matériel. Alors Lucien, voilà, t'as gagné. C'est toi qui fais le conseil en premier. Moi, ça va être hyper succinct. Blow Up, l'émission d'Arte, le programme court d'Arte qu'on retrouve en intégralité sur YouTube, vient de fêter sa 300e. Je trouve que c'est l'occasion de rappeler ou de faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas encore, de jeter un œil à ce que fait Luc Lagier et son équipe. Je trouve ça quasi systématiquement passionnant. Et juste pour faire un petit aparté, moi je trouve que parfois c'est un petit peu vain, mais ce qui est super avec Blow Up, c'est que ça vous donne plein d'idées de films à regarder. En plus. Julien? Moi j'ai pu, grâce à la Cinémathèque de Bruxelles, revoir certains films de Roman Polanski. Donc je suppose que c'est assez courant, mais je pense que de se replonger dans ses premiers films, ou en tout cas c'est comme Le couteau dans l'eau, Le locataire et Rosemary's Baby, qui conjuguent le génie de Polanski à la mise en scène et le génie de Cassavetes comme acteur et de Mia Farrow. Et on peut, si on le veut, se replonger dans cette histoire de deux bouquins qui sont sortis l'année passée de Simon Liberati, California Girls et The Girls de Dee McCline, qui traite de l'assassinat de Sharon Tate. Très bien, Manu. Moi, je vais rester dans l'univers de Ridley Scott et de Blade Runner. Je vais vous conseiller un court-métrage qui est visible par tous sur YouTube et qui est censé faire le lien entre Blade Runner de Ridley Scott et celui de Villeneuve. C'est un court-métrage d'animation qui s'appelle Blackout. C'est un court-métrage qu'on doit à Shinichiro Watanabe, qui était le réalisateur de la série Cowboy Bebop, qui a signé aussi le film, l'autre série Samurai Champloo, qui avait aussi participé à 2 courts-métrages de l'anthologie Animatrix, qui avait été aussi des films conçus comme faisant le lien entre je crois que c'était justement entre le Matrix 2 et 3. Il raconte en fait l'histoire du blackout, ce moment où justement tout va basculer et aboutir à la société qu'on voit dans Blade Runner 2049. Et en une dizaine de minutes, il enfonce largement tout ce que fait Villeneuve. Tu retrouves vraiment cette sensation d'immersion dans cette ville que tu n'as jamais dans Villeneuve. Et voilà, c'est peut-être l'idée de se dire qu'il aurait été peut-être plus intelligent de financer un long métrage de ce gars-là en animation, changer carrément de médium pour essayer de retrouver autre chose. Et voilà, je trouve que c'est en 10 minutes, il accomplit ce que n'arrive jamais à faire Villeneuve en 2h44, quoi. Donc vraiment à conseiller sans modération. Très bien, ça donne envie. Moi je vais continuer aussi sur Blade Runner 2049, puisque je vais vous conseiller un autre film de science-fiction qui s'appelle Upstream Color, qui est réalisé par Shane Carruth, qui avait fait Primer. C'est un film qui a été fini en 2013 et qui s'est frayé un chemin jusqu'aux écrans français, donc ça a pris 4 ans. Et on a pu le voir aussi en Belgique, à Bruxelles, au cinéma de Nova. Si vous voulez vraiment voir un vrai film de SF complètement différent, mais qui, comme ce qu'échoue de faire Villeneuve, d'après nous, traquer qu'est-ce qui fait l'humain, qu'est-ce qui fait l'humanité. Voilà, là c'est un film là-dessus, comme pas mal de films de SF. C'est aussi un film qui ressemble dans le style, qui ressemble pas mal à des films que moi je n'aime pas beaucoup, qui sont les films de Terrence Malick, les derniers films en tout cas de Terrence Malick, je veux dire. Mais là ça fait complètement sens dans le film, puisque les personnages principaux sont des personnes qui sont complètement désorientées, et ça transmet ce sentiment au spectateur via le montage, via la mise en scène, et c'est un film très très intéressant que je vous encourage à voir. Piratez-le ou allez le voir dans un cinéma qui le passe près de chez vous si vous habitez dans une mégapole.
pirater Blade Runner 2049 plutôt qu'Upstream Color. Voilà, allez voir Upstream Color, pirater Blade Runner 2049. Très bien, eh bien merci beaucoup à Julien Rombaud de nous avoir accompagnés pour cette 12e de transmission et on essaiera de se retrouver d'ici un gros mois alors. À bientôt.